Bonsoir à tous. Merci Amélie pour cette invitation sur le sujet qui te tient à cœur et qu'on partage depuis quelques années maintenant, donc sur les lésions liées au papillomavirus et pour ce qui me concerne, les lésions digestives et donc le cancer du canal anal. Pourquoi en parler ce soir? Alors ça ne veut pas marcher. Ça passe comment les diapos? Comme ça. Pourquoi en parler ce soir? Parce qu'en fait, la Société française de coloproctologie a publié l'année dernière des recommandations pour le dépistage des lésions précancéreuses au niveau digestif, donc dans le canal anal, ces lésions liées au papillomavirus. Donc c'est des recommandations dont la méthodologie s'est inspirée des recommandations HAS, mais avec peut-être moins de prise de tête dans la réalisation, avec un groupe de pilotage et puis 4 groupes sur 4 thématiques. Les 4 thématiques sont présentées sur la diapositive, donc le dépistage pour qui, pourquoi, quels outils disponibles, quels algorithmes pour le dépistage et le suivi, et enfin quel traitement. Je vais donc vous synthétiser ces recommandations. Je n'aborderai pas du tout la partie traitement parce que ce n'était pas du tout ce qui m'était demandé. Je vais vraiment me consacrer au dépistage et quelques mots de suivi. Et si vous voulez retrouver les recommandations, elles sont sur le site de la SNFCP avec les références en lien avec ces recommandations. Donc avant d'aborder les recommandations, il faut quand même se rappeler la séquence qui amène à un cancer du canal anal, un carcinome épidermoïde. En fait, on va avoir une infection anogénitale à papillomavirus. Et puis, avec le temps, il peut y avoir la survenue d'un condylome, une lésion très superficielle, et progressivement, une invasion avec de la dysplasie de bas grade, qu'on peut aussi appeler des lésions, les lésions LSIL, ce qu'on appelait anciennement les AIN1. Lorsque la lésion est un peu plus profonde, on passe à la dysplasie de haut grade, ce qu'on appelle maintenant les HSIL, ce qu'on appelait avant les AIN2 ou 3. Et puis, lorsque la lésion franchit la membrane basale, ça nous donne un carcinome épidermoïde. Et on sait que la transformation entre le haut grade et le carcinome épidermoïde est souvent favorisée par ce fameux HPV16. En termes d'incidence, la femme est plus touchée que l'homme, avec 2,4 pour 100 000 patients année pour la femme et 0,8 pour l'homme. Donc ça, c'est la séquence qui va amener au carcinome épidermoïde. Finalement, ce n'est pas très important. Donc pourquoi se poser la question du dépistage? Parce qu'en fait, on a des populations à risque. Et lorsqu'on regarde les données dans la littérature, la prévalence des dysplasies de haut grade, les lésions HSIL, cette prévalence, en fait, elle est très importante chez les patients, les hommes séropositifs qui sont HSH. Les hommes séronégatifs qui sont HSH ont une prévalence de lésions en dysplasie de haut grade beaucoup moins importante. Lorsqu'on regarde chez les hommes qui ne sont pas HSH mais qui sont séropositifs, cette prévalence est également moins importante. Et puis après, chez les femmes, les données sont un peu variables en termes de prévalence de lésions de haut grade et il existe d'autres situations à risque telles que l'antécédent de cancer génital, les transplantations d'organes ou encore les MICI. Ce qui va vraiment faire la base des recommandations françaises de l'année dernière pour le dépistage du carcinome épidermoïde du canal anal, c'est cette publication, c'est cette méta-analyse avec plusieurs millions de patients recensés. Et ce schéma illustre très bien la population à risque. On a dans le cadre rouge les patients qui ont une prévalence de plus de 35 pour 100 000 patients année. Et donc les patients à risque, ça va être les hommes, HSH, qui sont séropositifs et qui ont plus de 30 ans. On va avoir les hommes qui ne sont pas HSH mais qui sont séropositifs sont sous cette limite des 35 pour 100 000 patients. On arrive ensuite chez les femmes. Les femmes séropositives, pareil, sont sous cette limite. En revanche, les femmes qui ont un antécédent de cancer gynécologique ou de lésions précancéreuses franchissent cette limite. Et puis ensuite, les autres situations telles que la transplantation d'organes est un facteur aussi de risque lorsqu'on est une femme avec une transplantation d'il y a plus de 10 ans.
Donc ce tableau en fait constitue, enfin cette illustration constitue la population à risque, surtout si on reprend la prévalence habituelle. Le carcinome épidermoïde dans la population générale, il est normalement de 1 à 2,5, c'est ce que je vous ai montré sur la diapo d'avant, alors que dans ces groupes à risque, on est à plus de 35. Et si on veut faire un parallèle avec un cancer extrêmement fréquent, le cancer colorectal dans la population générale, on est de l'ordre de 25 à 35 pour 100 000 patients. Et le cancer colorectal, il fait l'objet d'une campagne de dépistage avec cette incidence-là. Donc, ces patients à risque de carcinome épidermoïde avec une incidence qui est supérieure à celle du cancer colorectal doivent absolument nécessiter d'une campagne de dépistage. L'envers de ce schéma, c'est que finalement, dans le cadre du bas, donc ce que je vous ai quand même cité au fur et à mesure, dans le cadre vert, ce sont des patients qui ne justifient pas un dépistage spécifique de lésions au risque de carcinome épidermoïde du canal anal lié au papillomavirus. Donc, ce dépistage, il s'adresse à qui? Il s'adresse à une population à risque, donc 3 groupes, les hommes, VIH+, HSH, âgés de plus de 30 ans, les femmes, transplantées d'organes depuis plus de 10 ans, et les femmes qui ont un antécédent de lésions précancéreuses ou de cancer de la vulve. Dans ce groupe-là, on n'a pas les femmes, par exemple, séropositives. Donc ça, c'est pour le cadre de qui doit-on dépister. Après, quel dépistage faut-il faire? On a plusieurs options. On a l'examen proctologique qui peut éventuellement se faire sous cette forme. Examen proctologique, toucher rectal, anuscopie standard. Il y a des limites à cet examen, un peu douteux sur l'illustration. Les limites, c'est qu'on ne va pas pouvoir diagnostiquer de la dysplasie de haut grade avec un simple toucher rectal. Et l'anuscopie standard a une mauvaise sensibilité pour la dysplasie de haut grade, puisque moins de 40% de ces lésions sont visibles à l'œil nu. Donc, cette méthode de dépistage est insuffisante. L'autre option, c'est de faire le frottis anal, l'écouvillon, la cytologie. Et là, pareil, l'analyse de la littérature, dans le cadre de ces recommandations, a permis de montrer que la cytologie, si elle avait une bonne sensibilité, elle avait en revanche une très mauvaise spécificité. Et si la cytologie est anormale, on doit faire une anuscopie haute résolution en centre expert normalement, ce qui veut dire qu'avec cette très mauvaise spécificité, on risque de se retrouver avec des anuscopies haute résolution inutiles. Donc, l'examen ne suffit pas, la cytologie ne suffit pas, on arrive au fameux test HPV, et vous en parliez juste avant. Le test HPV a cette problématique d'être limité à HPV 16 dans le dépistage des lésions du canal anal, ce qui diminue la sensibilité vis-à-vis d'un HPV haut risque. Mais le problème, c'est de toute façon, à l'heure actuelle, on utilise ce test. Autre petit bémol, c'est que le test n'est pas remboursé. Je ne l'ai pas fait ressortir parce que je pense que c'est un faux problème. Par exemple, dans les Mickey, lorsqu'on dose une calprotectine fécale, c'est pas remboursé non plus et ça coûte à peu près le même prix. Donc je pense que c'est pas un réel problème et d'ailleurs c'est cité dans les recommandations sans que ça soit vraiment souligné. Dernière option, c'est la fameuse anuscopie haute résolution, donc une anuscopie avec des colorants pour faire ressortir les lésions. Cette anuscopie haute résolution a le principal problème de la disponibilité et de l'expertise. Tous les centres n'en sont pas dotés. Par exemple, à la Timone, on ne fait pas d'anuscopie haute résolution. Donc, ça limite son accessibilité. Donc, à l'issue de ce panel d'examens possibles, ce que les recommandations ont retenu, c'est que chez les patients à risque, qui sont asymptomatiques, bien sûr, un patient symptomatique, il faut qu'il ait un examen, une anuscopie, etc. Un patient à risque, avec les 3 groupes que je vous ai cités asymptomatiques, en première intention, on fait le test HPV 16. Si ce test est négatif, on le refait 5 ans plus tard. S'il est positif, là arrive l'examen clinique avec le frottis anal.
Si le frottis anal est négatif et que l'examen est normal, la probabilité qu'il y ait de la dysplasie de haut grade est très faible et donc on peut aller sur une surveillance à 3 ans avec un nouveau test et une cytologie, un frottis anal. En revanche, si l'examen clinique est anormal ou que le frottis anal est anormal avec des lésions non contributives, c'est là qu'il y a cette fameuse anoscopie haute résolution parce qu'on a un risque potentiel de lésion de haut grade qui peut être de l'ordre de 30%. Lorsque l'anoscopie haute résolution est faite parce qu'on a accès à cet examen, eh bien, si elle est normale, on retourne dans la case précédente, donc test HPV, cytologie, tous les 3 ans. Si elle retrouve des lésions de bas grade, on fait une cytologie ou une nouvelle anoscopie annuelle. Et si on a du haut grade, on arrive dans le traitement. Donc voilà un peu l'algorithme proposé par les recommandations françaises pour les populations à risque de lésions de haut grade liées au papillomavirus au niveau du canal anal. Je passe le traitement comme je vous l'avais dit parce que sinon ça serait trop long et puis c'était pas le but. Mais je vous parle quand même de la surveillance. Alors c'est bizarre parce qu'on saute le traitement, mais la surveillance globalement elle est à vie. Au début elle est fréquente, tous les 3 à 6 mois, et puis elle va pouvoir s'espacer si cette surveillance est rassurante. 2 cas de figure. Le cas de figure où les patients ont été traités, ce qu'on recherche c'est la récidive, et donc on tombe dans la case des populations à risque, avec donc le test HPV et puis toutes les branches qui en découlent. Si le patient n'a pas été traité, ce que l'on recherche, c'est l'évolution vers le cancer. Et à ce moment-là, l'examen il doit être basé sur, la surveillance doit être basée sur un examen clinique avec une anoscopie standard. Là, ces données de surveillance, je vous ai mis, c'est de l'accord d'experts. La littérature n'était pas suffisamment riche pour proposer un algorithme solide, contrairement à ce que je vous ai présenté un peu avant. Et donc, j'ai synthétisé un peu l'algorithme des recommandations françaises pour essayer de faire un truc plus simple, mais peut-être que ça n'allait pas. Alors, en tout cas, donc, je vous remets les populations à risque, 3 groupes, les hommes, HSH, VIH+, âgés de plus de 30 ans, les femmes transplantées depuis plus de 10 ans et les femmes aux antécédents de lésions précancéreuses ou de cancer de la vulve. Il faut faire en première intention pour ces groupes un test HPV-16 et puis après, soit on va pouvoir attendre 5 ans si le test était négatif, soit on va renouveler à 3 ans avec un frottis s'il était positif mais que le frottis était négatif ou que finalement l'anoscopie haute résolution était négative. Et dans le dernier cas, avec une anoscopie positive mais du bas grade, on fera un contrôle à 1 an. Et donc, avant de conclure, je pense que j'ai respecté le temps. Oui. Avant de conclure, je ne fais pas de pub, mais quand même un peu, puisque c'était les recommandations de la Société française de coloproctologie. Et il s'avère que cette société va faire ses premières journées en dehors de Paris. C'est une première dans l'histoire de la société, à Marseille, au mois de novembre. Et donc, si vous êtes intéressé pour venir assister, alors ça ne parle pas que du papillomavirus, ça parle d'autres choses. Et puis, ça ne reste pas qu'au niveau du canal anal. Des fois, on prend le risque de remonter un peu plus haut dans le tube digestif. Mais donc, voilà, c'est au mois de novembre au Parc Chanot. Je vous remercie pour votre attention.